2 semaines avant notre mariage, elle a dit, je pense que je me contente de ce que j'ai. Mon ex est de retour en ville, et c'est lui, le bon. J'ai appelé chaque prestataire, j'ai tout annulé et j'ai perdu les acomptes. Je lui ai envoyé un unique courrier électronique avec les confirmations d'annulation. 1 an plus tard, l'ex a coupé tout contact avec elle, et elle s'est présentée à mon nouvel appartement en pleurant. Les invitations de mariage reposaient en une pile soignée et accusatrice sur notre table basse, 200 petites déclarations d'un futur qui, dans 2 semaines, était censé commencer. J'adressais les dernières enveloppes, mon écriture soignée et régulière. Julie faisait les 100 pas près de la fenêtre, son téléphone formant une silhouette sombre et silencieuse dans sa main. Depuis 3 jours, elle était ainsi, un fantôme dans notre appartement. J'avais mis cela sur le compte de la nervosité avant le mariage, le stress accablant de finaliser sans détail. J'en avais pris davantage sur moi, essayant d'alléger le poids, confirmant avec le groupe de musique, finalisant le menu avec le traiteur, espérant que mon efficacité silencieuse calmerait la tempête que je voyais se préparer derrière ses yeux. J'ai posé le stylo. Julie, parle-moi. Est-ce le plan de table? Tante Chantal menace-t-elle encore de porter du blanc? Nous pouvons tout arranger. Elle a cessé de faire les 100 pas mais ne s'est pas détournée de la fenêtre. Les lumières de la ville peignaient son profil en bleu et jaune froid. Ce n'est pas le mariage. La façon calme dont elle l'a dit, le détachement, a envoyé le premier véritable frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. D'accord, ai-je dit, gardant ma voix égale. Alors qu'est-ce que c'est? Elle s'est finalement retournée. Elle m'a regardé, mais ses yeux semblaient se concentrer sur un point juste derrière mon épaule, sur la photo encadrée de nous en randonnée l'automne dernier. J'avais mon bras autour d'elle, nous sourions tous les deux, décoiffés par le vent et heureux. J'ai des doutes, a-t-elle dit, le mot atterrissant dans la pièce calme comme un poids de plomb. Des doutes, ai-je répété, le mot semblant étranger dans ma bouche. Nous venons d'avoir notre essayage final. Nous avons goûté le gâteau. Nous avons choisi la chanson pour notre première danse. À propos de quoi? Elle a pris une inspiration brusque, comme si elle se préparait pour une performance. Julien est de retour en ville. L'air a quitté la pièce. Julien, son petit ami de la fac, l'agent du chaos tatoué et charismatique dont le nom avait toujours été prononcé avec un mélange étrange de roulement d'yeux et de mélancolie. Il avait traversé sa vie pendant 2 années turbulentes avant de partir pour une carrière musicale à Londres. C'était un sujet de plaisanterie sur lequel nous étions d'accord. Son passé sauvage, mon futur stable. Tu l'as vu? Ma voix était plate. Il m'a contacté pour prendre un café. C'était juste censé être pour tourner la page, a-t-elle dit, le mot sonnant comme quelque chose qu'elle avait répété. Mais le voir cela a confirmé quelque chose que je pense ressentir depuis un moment. Qu'est-ce que cela a confirmé, Julie, ai-je demandé, mes mains maintenant immobiles sur la table. Ce que nous avons, a-t-elle commencé, faisant un geste vague entre nous, vers l'appartement, vers les invitations. C'est confortable. C'est sûr. C'est prévisible. Tu es un homme bien. Tu es gentil. Tu feras un mari merveilleux et stable pour quelqu'un un jour. Chaque mot était une coupure précise et chirurgicale. Elle ne criait pas, elle exposait une thèse. Mais avec Julien, a-t-elle continué, et pour la première fois, ses yeux se sont illuminés, non pas de joie, mais d'une intensité fiévreuse. C'est électrique. C'est imprévisible. C'est réel. En lui parlant, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Tous ces sentiments, ils sont juste revenus. Je les fixais. Donc, tu as pris un café. Tu as eu des sentiments. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je pense que je me suis contenté de peu, a-t-elle dit. La finalité clinique de la phrase était la partie la plus cruelle. Tu es tout ce qu'une femme est censée vouloir. Mais Julien c'est lui, le bon. Il l'a toujours été. J'étais juste trop jeune pour le voir avant de te rencontrer. La logique était si tordue, si narcissiquement immaculée, qu'elle m'a laissé momentanément sans voix. Se contenter d'une vie que nous avions construite ensemble, de la confiance, des blagues privées, des projets, du compte épargne commun où j'avais déposé 80% du budget du mariage. J'étais le port de sécurité dont elle s'était lassée. Tu me quittes, ai-je dit, ce n'était pas une question. 2 semaines avant notre mariage? Pour un type qui a coupé tout contact avec toi pendant 5 ans.
Ne le décris pas comme ça, a-t-elle claqué, la façade calme se fissurant une seconde. Il se cherchait. Et je n'essaie pas de te blesser. Je suis honnête. Ce serait tellement pire d'aller jusqu'au bout en sachant que mon cœur n'y est pas totalement, n'est-ce pas? Ce serait la vraie trahison. Voilà, c'était là. Le chef-d'œuvre de manipulation. Elle était celle qui était courageuse, celle qui était honnête, nous épargnant à tous les deux une vie de médiocrité. Ma dévastation n'était qu'un dommage collatéral sur sa route vers l'authenticité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste regardé la femme que j'aimais, qui était maintenant devenue une étrangère livrant une annonce de politique étrangère. Alors c'est tout? Tu le choisis lui. Je dois écouter mon cœur, a-t-elle dit, son menton se relevant. Une réplique répétée d'un mauvais film. Je suis tellement désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Elle est restée là à attendre mes larmes, ma colère, la scène dramatique qui justifierait le grand récit de son histoire d'amour épique avec Julien. Elle avait besoin que je sois le méchant, ou au moins le suppliant en pleurs, pour rendre sa sortie plus poignante. Je ne lui ai rien donné. J'ai juste hoché la tête. Un mouvement lent et mécanique. D'accord. La confusion qui a traversé son visage était la première chose satisfaisante que j'avais ressentie depuis une heure. D'accord, tu as fait ton choix. Ma voix était calme, vide. Ce n'était pas un ton que j'avais déjà utilisé avec elle auparavant. C'était la voix que j'utilisais pour les démarcheurs téléphoniques. Tu devrais probablement aller être avec lui alors. Elle a hésité, déstabilisée. Ce n'était pas dans le scénario. J'ai besoin d'emballer quelques affaires. Et nous devons parler de tout cela. Elle a agité une main vers les invitations, l'appartement. Il n'y a rien à dire, ai-je dit en me levant. Je me sentais détaché, flottant au-dessus de mon propre corps. Tu as mis fin à tout. Le reste n'est que de la logistique. Prends ce dont tu as besoin. Je serai dans la chambre. Je me suis éloigné d'elle, la laissant debout seule dans le salon, entourée des ruines d'un mariage dont elle ne voulait plus. J'ai fermé la porte de la chambre et j'ai écouté. J'ai entendu le bruissement d'elle attrapant une valise dans le placard du couloir, les sons étouffés de ses déplacements dans l'appartement pendant 10 minutes. Puis la porte d'entrée s'est ouverte et fermée avec un clic doux et final. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. Je n'ai pas dormi. Je me suis assis sur le bord du lit dont elle venait de vider son côté, dans le noir, et j'ai laissé l'engourdissement me maintenir entier. Lorsque la lumière grise de l'aube s'est infiltrée, l'engourdissement s'était cristallisé en quelque chose d'autre, un objectif froid, clair et singulier. Le mariage était un contrat. Elle l'avait annulé. Mon travail consistait à résilier administrativement tous les actifs associés. J'ai fait du café. La routine familière était une encre. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le tableur principal du mariage, ma création, codée par couleur avec les contacts, les coûts et les dates d'acompte. Je n'ai ressenti aucune colère en le regardant. C'était juste un plan de projet pour un événement qui n'avait plus lieu. J'ai commencé une nouvelle liste sur un document vierge. Une liste de liquidation. Lieu, le pavillon des étangs. Traiteur, Maison Blanchet. Fleuriste, Fleurs et compagnie. Pâtissier, l'art du sucre. Groupe de musique, l'orchestre Nuit Blanche. Photographe, Objectif Lumière. Location, Festivité Prestige. Ma main était stable alors que je prenais mon téléphone. J'ai composé le numéro du pavillon des étangs en premier. Il était 8h02. Le pavillon des étangs, c'est Martine à l'appareil. Bonjour, Martine. C'est Marc Évrard. J'ai une réservation d'événement pour le 19 de ce mois. Oh oui, le mariage Évrard-Dubois. Tellement excité pour vous. Que puis-je faire pour vous? Je dois annuler l'événement complètement. Une pause. Oh. Je suis tellement désolé d'entendre cela. Est-ce que tout va bien? Souhaitez-vous discuter d'un report de date? Non, merci. Une annulation complète. Je comprends que la compte est perdue selon notre contrat. Eh bien, oui, c'est exact. Mais êtes-vous sûr? C'est très dernière minute. La compte totale était assez substantielle. Je suis sûr.
Veuillez traiter l'annulation et envoyer la confirmation écrite par courrier électronique à l'adresse indiquée dans le dossier. Merci pour votre aide, Martine. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse offrir ses condoléances. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais des confirmations. J'ai appelé le traiteur ensuite, puis le fleuriste. Mon script était le même. Poli, définitif, dénué d'émotion. J'étais un robot du service client exécutant une commande. Je dois annuler la commande pour le 19. Annulation complète. Oui, je perds la compte. Veuillez envoyer la confirmation par courrier électronique. À chaque appel, un morceau de notre futur imaginé était démantelé. L'entrée de saumon, les centres de table en pivoine, le gâteau à la vanille de 3 étages, la liste de lecture du groupe qui se terminait par « You are the best thing » disparu. Converti en perte comptable dans une boîte de réception. J'ai gardé le groupe pour la fin. Le photographe, les locations, ma voix n'a jamais tremblé. J'opérais dans le vide. Le coût financier était stupéfiant et des milliers d'euros, la plupart provenant de mes économies. Mais l'argent semblait abstrait. C'était le coût d'un effacement, des frais pour faire disparaître le futur fantôme. À 10h15, c'était fait. Ma boîte de réception a commencé à teinter, un par un, avec des pièces jointes PDF intitulées « Confirmation d'annulation ». J'ai fait une seule valise, vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable, le petit coffre-fort avec mon passeport et mes documents importants. Je n'ai pas pris une seule photo. Je n'ai pas touché à ces affaires. J'avais juste besoin de partir de ce musée d'une vie qui était maintenant défunte. J'ai conduit jusqu'à un appart-hôtel bon marché de l'autre côté de la ville. J'ai payé en espèces pour une semaine. La chambre était fade, beige et anonyme. Parfait. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai compilé tous les fichiers PDF d'annulation en un seul fichier. J'ai ouvert un nouveau courrier électronique. J'ai tapé son adresse. Le corps du message ne nécessitait aucune réflexion. C'était un rapport clinique. Ah, Julie. Objet, disposition pour le mariage. Conformément à ta décision, toutes les dispositions pour le mariage ont été résiliées. 6 juin, les confirmations d'annulation. Tous les acomptes ont été perdus. Je te contacterai pour convenir d'un moment pour récupérer le reste de mes affaires. Marc. J'ai joint le fichier PDF. Mon doigt a plané sur le pavé tactile. Il n'y avait pas de rage, pas de tristesse, pas de satisfaction. Il n'y avait que la finalité d'une tâche accomplie. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé quelques heures plus tard, il a explosé. Un volcan de notifications, d'appels manqués, de messages textes. Le premier venait de Julie, horodaté 11 minutes après mon courrier électronique. Julie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Puis 5 minutes plus tard. Julie, appelle-moi maintenant. Nous devons parler de ça comme des adultes. Puis. Julie, tu ne peux pas simplement tout annuler unilatéralement. Mes parents appellent. Puis un message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur, mon visage sans expression. Sa voix était perçante, dépouillée de tout son calme calculé précédent. Marc, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? As-tu une idée de combien d'argent tu viens de jeter? Ma mère est hystérique. Tu ne peux pas juste, tu dois rappeler ces gens et arranger ça. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un désaccord. Rappelle-moi tout de suite, espèce de salaud égoïste et fou. Clic. J'ai supprimé le message vocal. J'ai lu le dernier texte qui était arrivé il y a 1 heure. Julie, j'arrive. Nous allons parler de ça. Elle parlait à un appartement vide. J'ai reposé le téléphone sur la table de nuit, l'écran tourné vers le bas. Le silence dans la chambre beige était propre. Il était à moi. C'était la première chose qui était entièrement à moi depuis longtemps. Je me suis allongé sur le couvre-lit générique de l'hôtel et j'ai fixé le plafond, en l'écoutant. La chambre beige est devenue mon monde. Le silence que j'avais d'abord saisi comme une bouée de sauvetage s'est bientôt transformé en un rugissement assourdissant. C'était un vide où chaque pensée de Julie, de Julien, du mariage qui n'avait pas lieu, résonnait avec une clarté cristalline et douloureuse. La première semaine a été une étude de l'engourdissement. Je me réveillais, pendant une seconde bénie,
tout était normal. Puis le souvenir s'écrasait sur moi, non pas comme un sentiment, mais comme un fait froid et dur. Elle est partie. Elle a choisi quelqu'un d'autre. Tu es seul. Je vérifiais mon téléphone, un réflexe né d'années de vie commune. Les notifications venaient toutes d'elle ou de son cercle. Je ne les lisais pas. Je notais juste leur existence comme un scientifique observant une espèce hostile. Ces messages évoluaient. Après ceux furieux concernant l'argent et l'embarras, ils ont changé de ton. Julie, jour 3, tu vas vraiment m'ignorer après 5 ans? Ces gamins, Marc. Nous devons discuter de l'appartement, de nos affaires. Sois adulte. Julie, jour 5, je comprends que tu sois blessée. Je le suis aussi. C'est dur pour tout le monde, mais nous devons communiquer. Julien dit que ce traitement silencieux est une forme de violence émotionnelle. Celui-là m'a presque fait rire. Un son humide et creux dans la chambre vide. Julien dit. L'homme qui avait fait exploser sa vie était maintenant son gourou relationnel. Je l'ai supprimé. La douleur n'était pas un coup de poignard. C'était une douleur profonde et persistante, comme une contusion osseuse sur mon âme. L'injustice de la situation était la pire partie. J'avais été loyal. J'avais planifié. J'avais économisé. J'avais été présent. Et j'avais été jugé comme un choix, par défaut. Un port sûr et ennuyeux pendant qu'elle attendait un navire plus excitant. La logique de cela était un labyrinthe sans sortie, conçu pour me rendre fou si je m'y attardais. Je devais sortir de l'hôtel. Le 8e jour, j'ai appelé Romain, mon plus vieil ami, celui que Julie avait toujours discrètement rejeté comme étant trop cynique. Mec, j'ai entendu, a-t-il dit, sa voix inhabituellement solennelle. Sa sœur a posté une bêtise vague sur Instagram à propos de suivre son cœur. J'ai fait le lien. Chez moi ce soir. J'ai de la bière et je n'accepte pas de refus. J'y suis allé. Assis sur son canapé encombré, entouré d'affiches de jeux vidéo et de l'odeur confortable de vieilles pizzas, j'ai ressenti la première lueur de quelque chose d'autre que l'engourdissement. C'était un sanctuaire. Alors, a dit Romain en me tendant une bouteille. L'histoire complète. Et ne me sors pas le « c'est compliqué ». La publication de sa sœur laissait entendre qu'elle s'était courageusement échappée d'une prise d'otage. Alors je lui ai raconté, les 100 pas, les doutes, le nom, Julien, le discours sur le fait de se contenter de peu. Je l'ai récité de cette même voix plate de démarcheur téléphonique que j'avais utilisée pour annuler le fleuriste. Quand j'ai fini, Romain a juste fixé le vide. Elle a dit que tu étais un choix par défaut? 2 semaines avant? Avec le gâteau choisi et tout? C'était la thèse, oui. Il a pris une longue gorgée. Et tu as juste tout annulé? Chaque prestataire? Oui. Un sourire lent s'est étendu sur son visage. Froid. J'adore. La rupture la plus chère de l'histoire. Ce n'était pas pour l'argent, ai-je dit. Et pour la première fois, j'ai senti une étincelle de vérité derrière les mots. C'était pour fermer le dossier. Elle a mis fin au mariage. J'ai juste mis fin à la fête. Laisse-la avoir sa romance électrique et imprévisible avec Julien. Cela n'a rien à voir avec moi. Le sourire de Romain s'est effacé pour laisser place à quelque chose comme du respect. Bon sang, oui. C'est le mantra. Rien à voir avec moi. Maintenant, comment je peux aider? Avec l'aide de Romain, j'ai trouvé un véritable appartement. Un 2 pièces petit et ensoleillé dans un quartier que Julie avait jugé, en plein essor, mais pas encore arrivé. J'ai acheté un lit, un canapé, une table. Pas de consultation, pas de compromis. C'était spartiate, mais c'était à moi. Je suis retourné à l'ancien appartement une fois, avec Romain comme tampon, à une heure qu'elle avait acceptée via un échange de textes brefs. Elle était là avec Julien. Il était exactement comme je l'avais imaginé, appuyé contre mon comptoir de cuisine avec une décontraction étudiée, une manche de tatouage visible sous sa chemise en flanelle retroussée. Il m'a fait un signe de tête qui se voulait cool mais qui passait pour arrogant. Julie avait l'air fatiguée sous une couche de maquillage. Marc, a-t-elle dit, sa voix tendue. Julie. Je n'ai pas regardé Julien. Je suis passé devant eux deux pour aller dans la chambre, où j'avais laissé des cartons pour mes affaires.
Romain a suivi, lançant un regard foudroyant à Julien qui a mis l'autre homme mal à l'aise. Alors que nous sortions des cartons, je l'ai entendu siffler à Julien dans le salon, « Va juste attendre dans la voiture, d'accord ?» Il est parti sans un mot pour moi. Lors de mon dernier voyage, debout dans l'embrasure de la porte de l'appartement pour la dernière fois, elle a parlé. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit, une tentative maladroite de quelque chose. De la civilité? De la pêche aux informations? Merci, ai-je dit en soulevant le dernier carton. Je ne lui ai pas retourné le compliment. Elle n'avait pas l'air bien. Elle avait l'air nerveuse et maigre. J'espère que tu pourras trouver le bonheur, a-t-elle dit, les mots sonnant creux. Stable. J'ai croisé son regard alors, et j'ai vu une lueur de l'ancienne familiarité, mais elle était enterrée sous des couches de son nouveau récit. Tu as fait ton choix, Julie, ai-je dit, ma voix calme et claire. Mon bonheur ne te regarde plus. Au revoir. Je l'ai laissé debout dans l'embrasure de notre histoire vide et partagée. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Romain a laissé échapper un sifflement bas. Mon bonheur ne te regarde plus. Bon sang, tu es un poète au sang-froid, mec. Mais je n'étais pas de pierre. Dans la solitude de mon nouvel appartement, la douleur est revenue. Je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas combattu. Je m'asseyais dans le silence, et au lieu de planifier un mariage, je planifiais ma vie. J'ai rejoint un groupe de randonnée du week-end. Je me suis enfin inscrit au cours de menuiserie dont j'avais toujours parlé. Je me suis investi dans le travail, non pas comme une échappatoire, mais comme une fondation. La douleur était comme un invité têtu, mais lentement, jour après jour, elle prenait moins de place. Elle est devenue un bourdonnement de fond silencieux. J'ai changé mon numéro. C'était la coupure finale et décisive. Le dernier lien coupé. Le nouveau silence était profond et, pour la première fois, paisible. Les nouvelles de sa chute me sont parvenues par fragments, sous des angles obliques. Je ne les cherchais pas. Le monde, dans sa petite manière interconnectée, les a livrés à ma porte. Le premier morceau est venu de Manon, une amie commune qui avait toujours été carrément dans l'équipe Julie pendant les retombées initiales. Elle a envoyé un message texte à mon ancien numéro, ne sachant pas que je l'avais changé. Le message a été transféré à mon courrier électronique. Manon, transféré, et, Marc. Je sais que tu nous détestes probablement tous, et je comprends, mais je pensais que tu devrais savoir que les choses avec Julien ne vont pas bien. Il n'est pas celui qu'elle croyait. Il lui a pris un tas d'argent pour une entreprise commerciale et il n'est jamais là. Elle est dans un sale état. Je me sens juste coupable. Peut-être que tu avais raison. Je suis désolé. J'ai fixé les mots sur mon écran. Peut-être que tu avais raison. Pas des excuses pour moi, mais un aveu de son propre manque de jugement. Je n'ai rien ressenti. Pas de joie malsaine, pas de pitié. C'était un bulletin météo d'un pays que j'avais quitté. Conditions orageuses. J'ai supprimé le courrier électronique. Le deuxième morceau était visuel. Romain, toujours l'éclaireur vigilant, m'a envoyé une capture d'écran. Elle provenait de l'Instagram de Julien, qui était public. La publication était une photo floue de la route ouverte prise depuis la fenêtre d'une voiture. La légende, il faut continuer à avancer. Vers la prochaine ambiance. Le texte d'accompagnement de Romain disait, silence radio pendant 3 semaines, puis ça hier. Il a envoyé une autre capture d'écran. C'était une publication en story, juste du texte sur un fond sombre. On pouvait lire, quand tu réalises que l'aventure n'était qu'un détour vers nulle part. L'intrigue s'épaissit, a écrit Romain. Ou plus précisément, s'effondre. Le morceau final et définitif est venu via mes parents. Ma mère, qui avait eu le cœur brisé mais qui était férocement protectrice envers moi, a appelé un soir, sa voix teintée d'une satisfaction sinistre. Tu ne devineras jamais qui ton père a croisé au club de golf, a-t-elle commencé. Le père de Julie, ai-je deviné, appuyé contre mon comptoir de cuisine. Par la fenêtre, je pouvais voir les lumières de mon nouveau quartier scintiller paisiblement. Bingo. Et il avait l'air, selon ton père, d'avoir vieilli de 10 ans. Il faisait de faux sourires jusqu'à ce que ton père demande comment allait Julie. Alors il s'est juste dégonflé. Ma mère a fait une pause, et je pouvais entendre le tintement de sa tasse de thé. Apparemment,
ce personnage de Julien l'a saigné à blanc. Il a pris près de 14 000 € pour du temps de studio d'enregistrement et qui n'a jamais eu lieu. Puis le mois dernier, il a juste disparu. Il a vidé ses affaires de son appartement pendant qu'elle était au travail et l'a bloqué partout. Il l'a laissé avec une carte de crédit plafonnée qu'il avait empruntée. J'écoutais, regardant un couple marcher main dans la rue en bas. Je ressentais un intérêt distant et académique. C'est malheureux, ai-je dit. Malheureux, a bafouillé ma mère. C'est une justice karmique, voilà ce que c'est. Elle a tout détruit pour un escroc ordinaire. Et maintenant, Marc, écoute ça. Maintenant, elle dit aux gens qu'elle a fait une terrible erreur, qu'elle a été manipulée, qu'elle n'a jamais cessé de t'aimer. Elle essaie de réécrire l'histoire. Laisse-la faire, ai-je dit, ma voix calme. Son histoire n'a rien à voir avec mon présent. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Tu vas vraiment bien, n'est-ce pas, a-t-elle dit, son ton passant de la fureur à l'émerveillement. Je construis une bonne vie, maman. Une vie tranquille. Ce qu'elle fait c'est juste du bruit venant d'une autre pièce. Mais le bruit essayait de retrouver son chemin jusqu'à ma porte. Une semaine plus tard, un message vocal est apparu sur mon nouveau numéro privé. Je n'ai aucune idée de comment elle l'a obtenu. La voix de sa mère, mielleuse et tendue, a rempli ma voiture alors que je rentrais de mon cours de menuiserie. Marc, chérie, c'est Laurence, la maman de Julie. Je sais que c'est très inhabituel. Nous avons tous traversé une telle épreuve, n'est-ce pas? Cet homme horrible. Il a vraiment détruit notre fille. Elle ne va pas bien. Elle a perdu tellement de poids. Elle s'assoit et pleure. Elle réalise maintenant ce qu'elle avait, ce qu'elle a jeté dans un moment de folie. Nous faisons tous des erreurs, Marc. Tu l'aimais autrefois. En tant que mère, je te supplie. Parle-lui juste. Juste un café. Elle a besoin de tourner la page. Tu es un homme bien. Ne penses-tu pas que tu lui dois ça? Après toute votre histoire? La manipulation était si épaisse, c'était presque impressionnant. Notre fille. Une épreuve. Ne lui dois-tu pas ça? J'ai ressenti une pointe froide de colère. Pas pour moi, mais pour l'audace pure. Le droit qu'il s'arrogeait de croire que ma paix était quelque chose que je devais à la personne qui l'avait brisée. Je ne l'ai pas supprimé immédiatement. Je l'ai enregistré. Je l'ai écouté à nouveau quand je suis rentré chez moi, assis dans mon salon calme et propre, entouré de l'odeur de pain fraîchement coupé de mon projet de cours. J'ai écouté chaque mot cajoleur et culpabilisant. Puis j'ai rédigé un message texte. Je ne l'ai pas envoyé à sa mère, cela aurait été un engagement. Je l'ai envoyé à Romain. Moi, sa mère vient de me laisser un message vocal jouant la carte de la fille malade, disant que je dois à Julie de tourner la page. Romain, mort de rire. L'audace. Quel est ton coup, général fantôme? J'ai regardé autour de mon appartement, les livres sur mon étagère choisis par moi, les chaussures de randonnée près de la porte, la boîte en merisier à moitié finie sur mon établi. C'était ma vie. Elle était petite, elle était réelle et elle était intouchable. Moi, pas de coup. C'est un fantôme. On ne négocie pas avec les fantômes. J'ai supprimé le message vocal. Le chapitre était clos. Le personnage principal avait tourné la page. Mais en éteignant la lumière, une certitude froide s'est installée dans mes tripes. Les fantômes ne savent pas toujours qu'ils sont morts. Et celui-ci, désespéré et en train de s'effondrer, allait essayer de hanter un endroit qui n'était plus sa maison. Le premier message texte est arrivé un mardi soir. Je ponçais les bords de la boîte en merisier, le frottement rythmique étant une méditation. Mon téléphone a vibré sur l'établi. Numéro inconnu. Numéro inconnu, Marc. C'est Julie. Je sais que tu as changé ton numéro. J'ai dû supplier mon cousin qui travaille chez l'opérateur mobile. S'il te plaît, ne sois pas en colère. J'ai besoin de te parler. La sueur dans l'air a semblé rester immobile une seconde. Je n'ai rien ressenti d'autre qu'un léger et distant agacement face à la violation de ma tranquillité. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai continué à poncer. La lumière de notification a clignoté avec insistance pendant un moment, puis s'est éteinte. 2 jours plus tard, un autre numéro inconnu.
Numéro inconnu, je sais que tu vois ces messages. S'il te plaît. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Ce que Julien et moi avions, ce n'était pas réel. C'était un fantasme. Ce que nous avions était réel. Je suis tellement désolé pour la façon dont j'ai tout dit. Pour tout. Ces mots étaient un disque rayé, grinçant et faux. La grande romance avait été réduite à un fantasme. La connexion électrique était maintenant une erreur. J'ai supprimé le message. La semaine suivante, le téléphone a sonné, le même numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 1 heure plus tard, la notification est apparue. Je l'ai écoutée en remuant des pattes sur ma cuisinière. Sa voix était épaisse, tremblante. Et c'est moi. Écoute, je suis chez mes parents. Julien est parti. Il a pris l'argent. Il a tout pris. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est comment j'ai jeté la seule bonne et vraie chose que j'ai jamais eue avec toi. Je suis tellement perdu, Marc. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de savoir s'il y a même une chance sur 1 million que tu puisses un jour me regarder à nouveau. S'il te plaît, rappelle-moi. Voilà. Pas des excuses pour moi, mais un aveu de sa perte. Ses conséquences. Le message vocal s'est terminé par un sanglot doux et répété. Je l'ai supprimé et j'ai servi mes pâtes. Elles avaient bon goût. Le silence dans mon appartement avait un meilleur goût. Les sbires, comme Romain les appelait, ont été déployés ensuite. D'abord, Manon à nouveau, cette fois sur mon courrier électronique. Manon, Marc, elle ne va vraiment pas bien. Je sais qu'elle t'a blessé, mais elle est assez punie, tu ne penses pas? Ce type l'a détruite. C'est une coquille vide. Elle pleure tous les jours. Tout ce dont elle parle, c'est toi et la vie qu'elle a jetée. Est-ce que ça te tuerait de lui envoyer un message texte? Juste, j'espère que tu guériras, quelque chose. Tu étais si gentil autrefois. Tu étais si gentil autrefois. L'ultime culpabilisation. Ma gentillesse était un trait qu'elle avait valorisé quand cela la servait, et maintenant c'était une arme à utiliser contre moi pour ne pas la dispenser à la demande. Je n'ai pas répondu. Puis un message Facebook de son frère, Damien, que j'avais autrefois aidé à déménager. Damien, et mec, ça fait longtemps. Écoute, je ne vais pas édulcorer les choses. Julie a merdé. Royalement. Nous le voyons tous. Mais c'est la famille, et elle se noie. Elle ne veut pas d'aide. Elle est juste obsédée par toi, pense que si elle peut juste te parler, elle peut arranger les choses. Peut-être que tu pourrais juste la rencontrer, lui dire en face que c'est fini pour qu'elle puisse passer à autre chose. Pour le bon vieux temps. Ce serait une miséricorde. Une miséricorde? Il présentait tout cela comme un acte charitable pour qu'elle puisse tourner la page. Ma propre conclusion, celle que j'avais construite méticuleusement dans ce nouvel appartement, n'était pas pertinente. Ma paix était un obstacle à la sienne. J'ai fermé l'onglet du navigateur. Les tentatives sont devenues un calendrier morbide. Un message texte, joyeux anniversaire, le jour de mon anniversaire, elle s'en souvenait. Un courrier électronique, joyeux Noël, générique mais venant d'elle. J'ai accueilli chacun avec le même vide. Le silence était ma réponse. C'était la seule réponse qu'elle ne pouvait pas déformer, avec laquelle elle ne pouvait pas argumenter, qu'elle ne pouvait pas utiliser comme carburant. Puis, un jeudi soir pluvieux, le silence s'est brisé. On a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Romain avait une clé pour les urgences. J'ai regardé à travers le Judas. Elle était là. Julie se tenait sous la lumière faible du couloir, blottie dans une veste tachée par la pluie qui était trop fine pour le temps. Elle semblait plus petite, dégonflée. La beauté soignée et polie avait disparu, remplacée par une anxiété brute et insomniaque. Ses yeux étaient fixés sur ma porte, larges et désespérés. Mon cœur n'a pas bondi. Il n'a pas sombré. Il a juste battu régulièrement, indifféremment. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je savais que ce fantôme continuerait à faire cliqueter ses chaînes à ma porte. Il était temps de rendre le silence audible. J'ai pris une lente inspiration, déverrouillé la porte et l'ai ouverte juste assez pour me tenir dans l'encadrement. Je ne suis pas sorti.
Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle a tressailli comme frappée par ma vue. Tu es là, a-t-elle chuchoté. J'habite ici, ai-je dit, ma voix neutre. Tu n'as répondu à aucun de mes appels. Mes messages textes. Sa voix tremblait, les larmes montant déjà aux yeux. La performance commençait. Non, ai-je convenu. J'ai besoin de te parler. Puis-je entrer juste 5 minutes? Non. Le refus brutal l'a stupéfaite. Elle a cligné des yeux, les larmes débordant. S'il te plaît, Marc. Je ne vais pas bien. Julien il m'a utilisé. Il a menti sur tout. Il a pris l'argent et il est parti. Il a coupé tout contact. Elle s'est étranglée sur les derniers mots, l'ironie lui échappant apparemment. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. Sa frustration a bouillonné face à mon calme. Dis quelque chose. Je suis là, je m'humilie. Ne vois-tu pas ce que j'ai jeté? Nous avions toute une vie planifiée. Une maison, une famille et j'ai tout gâché pour un mensonge. Elle réécrivait l'histoire en temps réel. Nos plans étaient maintenant son trésor perdu, et non le choix, par défaut, qu'elle avait méprisé. Tu avais raison, a-t-elle supplié, faisant un demi-pas en avant. Je n'ai pas reculé. Mon immobilité était un mur. Surtout. J'étais aveugle. J'étais stupide. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'était toujours toi. C'était la réplique, celle qu'elle avait probablement répétée devant le miroir. Elle flottait dans l'air humide du couloir, bon marché et théâtral. J'ai finalement parlé. Ce que tu traverses, ai-je dit, mon ton plat, conversationnel, n'a rien à voir avec moi. Elle a fixé le vide, la bouche légèrement ouverte. Quoi? Bien sûr que si. C'est à cause de toi. Parce que je t'ai perdu. Tu ne m'as pas perdu, Julie. Tu m'as rendu. Tu as été très clair. Julien était le bon. J'étais un choix par défaut. Tu as fait ton choix. Mais j'ai mal choisi, a-t-elle gémi, son calme se fissurant en une détresse authentique et laide. C'était une erreur. Les gens font des erreurs. Ne crois-tu pas aux secondes chances? Ne crois-tu pas que l'amour que nous avions vaut la peine d'être sauvé? Je l'ai regardée, cette étrangère pleurant sur mon pas de porte. J'ai ressenti une distance vaste et intouchable entre nous. L'amour que nous avions s'est terminé au moment où tu as décidé que c'était un choix par défaut. Tu ne voulais pas de seconde chance avec moi à ce moment-là. Tu voulais une mise à niveau. Tu n'as pas le droit de demander une réinitialisation maintenant que la mise à niveau était défectueuse. Son visage s'est tordu, la blessure se transformant en colère. Les vraies couleurs. Après tout ce que je traverse, tu vas juste rester là et être aussi froid? Tu es vraiment aussi vindicatif? Après ce que tu as fait, annulant tout et m'humiliant devant tout le monde? C'était là. Le cœur du problème. L'humiliation, l'argent, les retombées sociales. Pas de remords pour ma douleur, mais de la rage face à ses conséquences. Je ne t'ai pas humilié, ai-je dit, ma voix toujours calme. Finale. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste accepté ta décision et géré la logistique. Au revoir, Julie. J'ai commencé à fermer la porte. Attends, a-t-elle crié, tendant une main. Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Tu vas me le reprocher pour toujours. J'ai fait une pause, la porte juste entr'ouverte. Je l'ai regardée une dernière fois, non pas avec colère, non pas avec pitié, mais avec une clarté pure et absolue. Il n'y a rien à pardonner, ai-je dit. Tu es juste quelqu'un que je connaissais. Je ne pense pas à toi. Tu devrais partir. J'ai fermé la porte. Le clic doux et solide du pen dormant s'engageant était le point final de la phrase. Je suis resté là, à écouter. J'ai entendu un sanglot étouffé, puis le bruit de ses pas, lents et lourds, s'éloignant dans le couloir. Puis rien que le doux tapotement de la pluie contre la fenêtre. Le silence est revenu. Il n'était plus vide. Il était plein, riche et entièrement à moi. Je n'ai pas bougé de la porte pendant une longue minute. Je m'attendais à moitié à ce qu'on frappe encore, à plus de supplications, mais rien n'est venu. L'orage avait secoué les fenêtres et était passé. Je suis retourné à mon établi.
La boîte en merisier était là, sa surface lisse sous mes doigts. J'ai ramassé mon bloc de ponçage et j'ai repris le rythme. Frottement, frottement, frottement. Le mouvement était apaisant, la concentration absolue. La rencontre ressemblait à un rêve bref et dissonant, s'estompant déjà. Mon téléphone a vibré. Un seul message texte du numéro inconnu. Numéro inconnu, je suis désolé pour tout. Je vois maintenant que tu es heureux sans moi. Cela fait plus mal que tout ce que Julien a fait. C'était son dernier stratagème, une tentative de sympathie en reconnaissant mon bonheur comme sa punition. C'était toujours, ultimement, à propos de sa douleur. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement supprimé le message et placé le téléphone dans un tiroir. L'ignorer était plus puissant que de le bloquer. Bloquer était une action, une réaction. La suppression était un rasoir. Le lendemain matin, le soleil était là, brillant sur les rues lavées par la pluie. J'avais mon groupe de randonnée. En laissant mes bottes près de la porte, j'ai jeté un coup d'œil à l'endroit où elles s'étaient tenues. Il n'y avait pas de fantôme, pas de résidus, juste mon propre reflet dans le miroir du couloir. Un homme qui me regardait, le regard clair et imperturbable.